voilà. Ça peut être fun la philo antique. C'est ça. C'est le message de cette vidéo. J'essaie de Ce le sera voir. le titre. Salut Pierre. Salut Pierre. Salut. Merci d'être avec nous sur Philotalk. Avec plaisir. Tu peux commencer par te présenter. Ouais, bah du coup, je m'appelle Pierre Merdjanovic, je suis élève à l'ENS de Lyon et je suis en M1, Histoire de la philosophie. Voilà. Et donc je travaille sur Héraclite pour mon mémoire. Et voilà, et plus généralement, je m'intéresse à la philo et à la poésie, philo, cinéma, voilà. Et avant d'arriver à l'ENS, qu'est-ce que tu as fait? Du coup, j'ai fait 3 ans de prépa à Saint-Cernin, à Toulouse. Quel souvenir tu retires de ces 3 ans de prépa? Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé, le cadre était très chouette, enfin, il y avait vraiment une bonne ambiance, c'était pas tellement ambiance concours, c'était vraiment stimulant, on va dire, parce qu'on avait plein de matières différentes. C'est une prépa qui est très centrée sur les options artistiques, donc dès l'Hippocagne, on peut faire de l'histoire de l'art, de la musique, du théâtre, du cinéma. C'est ce que tu as fait toi? Moi, c'est pas ce que j'ai fait parce que je pensais que je voulais faire de l'histoire au début, donc j'avais pris option cartographie. Mais il y avait beaucoup d'options artistiques et j'ai quand même eu un contact avec des gens qui faisaient de l'histoire de l'art, parce qu'ils étaient dans ma classe, donc tout simplement ça s'est fait un peu comme ça. Et alors, pourquoi t'es pas allé en histoire? Eh bien, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, quand j'ai progressé en Hippocagne, j'aimais toujours l'histoire, mais la philosophie m'intéressait de plus en plus. On va dire que ça correspondait plus à ma manière de penser, je trouvais. Mais en sortant de terminale, je pouvais pas encore me dire je veux faire de la philosophie parce que c'est trop récent, on venait de le découvrir. T'étais en L? J'étais en L, mais donc j'avais fait quand même 8 heures de philo par semaine. Mais je me disais pas c'est ce que je veux faire de ma vie. J'avais quand même mis en 3e choix, je pense, après le bac, licence de philo, donc c'était déjà dans ma tête. Mais je pensais pas que c'était ce que je voulais faire. Et voilà, en discutant avec mes profs de prépa, au fur et à mesure de l'année, je me suis dit voilà, go. T'as toujours été content de ce choix d'avoir choisi la philo, ou des fois t'as des hésitations, où tu te dis est-ce que c'est vraiment ma matière? Non, ça va, je crois que je suis bien là-dedans. Après, on peut toucher à plein de choses quoi, par la philo. Donc, par exemple, là en ce moment, je suis plus côté littérature ou côté poésie, mais ça n'empêche pas que le centre de gravité, ça reste la philo. Donc, c'est bien, quoi, ça laisse de la liberté. C'est difficile de se sentir enfermé dans les études de philo? Oui, je pense. Enfin, sauf si c'est vraiment pas ce qu'on veut faire. Hein, après, voilà, il y a toujours des portes ouvertes aussi. Après, c'est la poésie qui m'a un peu orienté sur mon sujet de mémoire déjà cette année. Donc, forcément, il y avait un lien, quoi. Parce que t'as quel rapport avec l'écriture? Tu lis quoi surtout comment tu découvres tes nouvelles lectures? Plutôt des nouvelles choses ou plutôt des classiques? Maintenant, c'est plutôt des nouvelles choses. Pendant longtemps, c'était les classiques, puisque de toute façon, on commence par là. Mais après, j'ai commencé à lire pas mal de poésie, et c'est surtout que je me suis dit, toi-même, par exemple, tu écris de la poésie, etc., mais tu sais pas ce que font tes contemporains, et c'est assez paradoxal, enfin, quand on commence à se dire qu'on connaît beaucoup les classiques en général, mais pas trop la littérature contemporaine. Du coup, j'ai beaucoup centré sur le 20e, plutôt, où voilà, j'ai découvert des auteurs en bouquinant, en restant dans les librairies, etc. Je sais qu'il y avait une librairie où à chaque fois que j'y allais, j'avais vu Salas Tétier, donc qui est un poète franco-libanais du XXe siècle, que j'ai découvert en plus une semaine après qu'il soit mort, juste, donc c'était un peu touchant comme rencontre, si tu veux, il était sur une étagère, pas lui, mais son bouquin, et j'ai pris ce livre, et à chaque fois que je retournais à cette librairie, il y avait un nouveau livre de Salas Tétier qui était à la même place, mais c'était un livre différent, et donc je le reprenais, et ça faisait, voilà, c'était un échange, quoi, il était toujours là, donc il y avait un libraire qui était fan de lui, et qui remplissait, on va dire, Et du coup, tu as l'impression que quand toi-même t'écris des poèmes, il y a un rapport avec la philo qui se tisse. Tu disais que ça t'aide, enfin il y a quand même un lien pour toi? Un petit peu, ouais. On va dire, ça me guide en général vers certains thèmes. On va dire, ceux qui m'intéressent en philo, c'est en général ceux à quoi je me suis déjà intéressé en poésie, parce que ça me permet de suivre une réflexion intérieure, la poésie, et ça ouvre, on va dire, des portes sur certains sujets, une certaine forme de fascination pour des thèmes ou pour Par exemple, quel thème? des idées. Au début, ça avait pu être le fantôme, par exemple. C'est quelque chose qui peut paraître un peu anecdotique, mais
ça m'a d'abord passionné du côté plutôt littérature, donc littérature fantastique, etc. Et j'écrivais un peu là-dessus. Et après, j'ai commencé à me demander qu'est-ce que ça veut dire, quel rapport on a avec le fantôme. La question, c'est pas de savoir si ça existe ou pas, enfin, Oui. ça, c'est, voilà. Mais c'est qu'est-ce que les gens mettent derrière ce symbole du fantomatique, qu'est-ce que ça révèle du statut de l'image, de la mémoire, voilà, de choses qui ne passent pas. Et ça me peut mêler plein de sujets, la psychanalyse, la philosophie, etc. Mais voilà, et donc en général, la poésie me donne une forme de désir pour un sujet, et je vais l'approfondir après en philosophie ou pas. Du coup, mais... Donc ta passion pour la philosophie, c'est quand même quelque chose de très personnel, c'est des questionnements qui t'arrivent comme ça, que ce soit par la poésie ou par la vie quotidienne. Et donc toi, tu vois vraiment ça comme une passion ou tu t'envisages plus comme un travail? Il y a quand même une grosse part de travail aussi, mais c'est vrai que j'essaie de faire des choses qui me plaisent, et donc en général les thèmes voilà, me sont donnés plus ou moins par ce qui me plaît ou par ce qui m'inspire, etc. Mais il y a quand même une grosse part de travail. Les auteurs anciens, c'est pas tout le temps a priori mon intérêt personnel, mais je finis par trouver des choses qui me stimulent. Oui, parce que comment tu te situes par rapport justement à toute la philosophie qui qui cherche à s'éloigner de la poésie en étant plutôt rationnel et en se prétendant scientifique? Est-ce que tu as du mal ou quand même tu arrives à apprécier? Non, du tout, j'ai pas du mal, et je pense que il faut le laisser comme ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de domaines en philosophie, et par exemple les rapports entre poésie et philosophie, ça intéresse qu'un certain type de philo ça peut être la métaphysique, ça peut être la philo existentielle, ça peut être la phénoménologie, mais ça n'intéressera pas forcément la philo politique ou la philo des sciences, mais je pense que c'est bien comme ça. C'est pas pour ça que tu vas pas t'y intéresser? Non, du tout. Et par exemple, la logique, j'aime bien, alors que c'est pas du tout a priori poétique comme ça. Mais j'avais aussi cette fibre où j'aimais les maths, par exemple, où j'aimais... Et c'est quelque chose qui continue quand même à m'intéresser. Du coup, toi, c'est quoi le type de philo, on va dire, que tu préfères par rapport à tes propres recherches? J'aime bien quand même les philosophes qui ont un rapport plus ou moins proche à la littérature, donc les philosophes qui écrivent en fait, qui écrivent vraiment quand ils écrivent de la philo. Qui, par exemple? Nietzsche, avec qui j'ai commencé déjà en terminale, et après des auteurs plus du XXe, Merleau-Ponty, ou carrément des littéraires qui a priori ne sont pas philosophes, mais par exemple Maurice Blanchot, ou ceux qui vont réfléchir au rapport entre poésie et philo, etc. Ça peut être très divers, mais voilà, j'aime bien... je sais pas, même par exemple Descartes va plus me toucher que Spinoza, parce que je trouve que Descartes a une plume. Spinoza, voilà. Tu parlais aussi des auteurs anciens. Oui. C'est ton intérêt principal? Aussi, oui, j'hésite beaucoup entre philo très contemporaine ou philo antique. Plutôt les présocratiques, mais ça m'a quand même toujours plu de lire Platon, quoi. Par exemple, c'était jamais un effort, enfin c'est toujours un effort, mais c'était pas surhumain, on va dire. Ouais. Et oui, les présocratiques m'intéressent aussi beaucoup, pas seulement parce qu'ils ont influencé des poètes et des écrivains du XXe, mais parce qu'ils ont un autre rapport au début, quoi, à la naissance de la philosophie, et ça permet d'explorer notre tradition un peu qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. C'est ce que tu fais dans ton mémoire? Du coup, oui, c'est ce que j'essaie de faire, parce que je travaille sur Héraclite. Et justement, je l'envisage du point de vue de la naissance d'un langage philosophique. Je regarde comment il s'inspire des discours de son temps, donc des oracles, des poètes, de tous ceux qui commencent à parler de la nature divine du monde, etc., qui cherchent à la formuler, et de la manière dont il se positionne par rapport à ces discours. C'est-à-dire, il va chercher à créer de nouveaux concepts, il va chercher à articuler le monde dans un logos qui sera assez resserré, etc. Et voilà, ça permet de se demander s'il y a philosophie avant Socrate, avant Platon, quelle forme elle peut prendre. Voilà. Finalement, tu retrouves un peu le côté historique qui t'intéressait à la base en arrivant à Copa. Ouais, c'est ça. Même sans faire exprès, du coup, parce que c'est pas réfléchi dans ce sens-là, mais... Alors, qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur Héraclite? Du coup, les poètes en général, au début je voulais travailler sur René Char en fait, et je voulais un peu retracer ses inspirations philosophiques, donc Nietzsche, et puis en remontant beaucoup plus loin donc Héraclite. Et c'était assez compliqué à mener, parce que ça demande 3 auteurs, ça demande quand même beaucoup de travail. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose de proprement philosophique, et je vais m'intéresser à Héraclite, que je connais quand même moins. Et
voilà, il y a quand même matière à faire, même si c'est encore plus très resserré, puisque c'est des fragments, mais... Et vu que tu partais dans l'inconnu, là tu prends vraiment du plaisir dans tes recherches ou comment ça se passe? Oui, oui, franchement, ça va. Tu disais qu'il y avait quand même un aspect de travail et tout, ça veut dire que Ouais. parfois tu rencontres des difficultés. Oui, 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 quand même. Il faut beaucoup que je me renseigne sur le contexte, par exemple, en travaillant sur Héraclite, la Grèce archaïque et la Grèce antique, ce sont des choses que je maîtrise pas forcément. Et donc j'ai besoin de beaucoup, beaucoup de documentation secondaire, on va dire, sur le contexte, sur la culture, etc. Voilà, c'est pas des choses forcément toujours très agréables à lire, parce que c'est pas des reconstructions philosophiques, c'est de la donnée quasi brute, on va dire, culturelle. Et même si c'est intéressant, c'est pas toujours juste le mythe, etc. Ça peut être des choses très précises, les rituels religieux, enfin voilà. Donc il y a ce côté-là, et puis il y a le côté assembler toutes les sources qu'on a, trouver sa voix aussi parmi les commentateurs, c'est pas évident. Et là, t'aimerais continuer à travailler sur des auteurs antiques ou sur Héraclite en M2 ou comment tu vois la suite de tes recherches? Je sais pas trop, effectivement. Je peux peut-être faire un M2 sur les réceptions d'Héraclite en fait. Parce que comme j'essaie de montrer qu'il construit déjà un certain logos, ce qui me permettrait de le vérifier, ce serait de voir comment il est traité ensuite chez Platon ou chez Aristote, qui reprend notamment l'harmonie des contraires, etc. Donc ça pourrait être un bon sujet de M2, voilà, voir un peu les réceptions. Parce qu'en général, les philosophes plus tardifs ont un peu caricaturé Héraclite, où voilà, on dit le devenir c'est bien beau, mais bon, enfin, si on veut faire de la philosophie, il faut dépasser Héraclite par exemple, quoi. Et j'aimerais bien montrer que Héraclite, ça peut être une position qui tient bon, quoi. Il y a déjà des gens qui ont fait ça, des commentateurs qui ont fait ce rapprochement, cette étude que tu mènes, où tu as l'impression de combler une lacune de la recherche. Je ne comble pas non plus une lacune énorme de la recherche, je ne prétends pas à ça, mais j'essaie de faire le lien, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de commentateurs qui tirent Héraclite du côté de l'obscurité, c'est-à-dire quelqu'un qui serait presque pas philosophe, mais qui serait plus un mystique. Et au contraire, il y a des philosophes, des philosophes et des commentateurs qui le ramènent du côté très rationnel, en disant voilà, Héraclite c'est la naissance de la philosophie. Et donc j'essaie un peu de tenir les deux ensemble. D'accord. Voilà, parce qu'il y a C'est là quelque que chose tu as ta nouveauté dans l'histoire de la philosophie un peu. Voilà, j'estime que c'est là un peu sur Oui, ce parce qu'à notre balancement. stade, on est encore au mémoire, mais après C'est on ça. nous demande dans le mémoire de chercher un petit peu une lacune ou Il faut que un ce soit point, original sans ouais. être non plus prétentieux. prétentieux et sans partir de rien, parce Mm. qu'on part pas de rien. D'ailleurs, est-ce que t'aimerais plus tard te lancer dans la recherche? Oui, je pense, parce que ça me plaît. Tu prends du plaisir, ouais. Ouais, ouais, et puis je trouve c'est un temps qui est à nous quand même, le temps de la recherche, c'est un temps où on peut vraiment se créer son espace de travail, se plonger dans un sujet pendant des heures et des heures, c'est... Voilà. Ça te passionne, ça? Ouais, j'aime bien, pas tous les jours, mais Ouais. j'ai ma journée mémoire, par exemple, par semaine, Comment tu Je fais t'organises ça. quand tu as ta journée mémoire, par exemple? bah, en ce moment, je bosse à la bibliothèque, souvent, parce que c'est bien, on est dans le cadre, on a les bouquins sous la main. Donc j'aime bien commencer vers 9h et puis il faut me remettre dans le bain en général parce qu'il faut relire des trucs. Donc pendant 2 heures à peu près je me remets dans le bain, je commence à écrire et puis après le reste du temps j'écris. Jusqu'à C'est quelle heure? avancé. Ça dépend de 12-13h, je fais ma pause pour manger quand même, Ouais. et puis je reviens l'après-midi. Puis voilà, je fais 3-4 heures l'après-midi. Ouais, tu On dois avance passer une journée par semaine à peu près. À peu près, ouais. D'accord. Et Mm. concrètement, quand tu travailles le mémoire, tu lis un peu et t'écris et après tu recommences à lire? Ou d'abord tu lis pendant plusieurs heures et après tu peux écrire tout ce que tu as lu? Au début, je lisais beaucoup sans écrire, mais je me suis rendu compte que c'était une très mauvaise idée parce que, enfin, c'est bien au tout début pour centrer son sujet, mais après, il faut faire quelque chose de toutes les références qu'on a lues. Et si on n'écrit pas, si on commence pas à écrire, ça va partir. On va peut-être On va garder devoir l'idée, relire. mais on va devoir relire, voilà, de toute manière. Et en plus, quand on va relire, on va trouver d'autres choses que la première fois, donc on va partir sur autre chose. Donc il vaut mieux faire des allers-retours, enfin en tout cas moi je commence à procéder comme ça. Et ça rassure aussi de voir qu'on peut écrire, qu'on peut dire quelque chose, et qu'on peut faire quelque chose de tout ce qu'on a lu, quoi. Oui, tu prends pas seulement des notes sur ce que tu lis, déjà tu le reformules, tu Ouais. t'en tires déjà une réflexion. En général, j'ai le livre sous la main et je commence à écrire mon paragraphe, et puis j'ai besoin d'une idée ou d'une référence, donc je vais Ouais. voir, et voilà, je fais des allers-retours. Puis aussi, des fois, c'est seulement en écrivant qu'on se rend compte de problèmes ou qu'il y a un truc qui marche pas. Ouais. Donc mieux vaut se lancer dans l'écriture avant plutôt que d'attendre et de se rendre compte des Oui. problèmes à la toute fin.
Oui, totalement. Et on découvre des choses aussi qu'on n'avait pas prévues du tout dans l'écriture. Je me suis retrouvé à faire 3 pages sur un point culturel que je pensais minime. Et finalement, ça m'a permis de tirer des conclusions voilà, que j'avais pas pensé. Mais t'écris ton mémoire dans l'ordre, comme si t'avais déjà écrit ton plan et après t'avances petit à petit, ou t'écris des petits paragraphes par-ci par-là? Je préfère écrire dans l'ordre, moi. Enfin, à part que j'ai pas écrit l'intro parce que je préfère le faire à la fin. C'est souvent ce qui Ouais. est recommandé. Mais après, j'essaie d'écrire dans l'ordre. Parce que parce que je l'ai articulé comme ça. Et ça correspond au rythme de mes lectures. Donc, Et ton directeur de mémoire, c'est Laurent Lavaux. c'est ça, oui. Et il t'aide beaucoup pour le mémoire, comment ça se passe vos échanges? On échange un petit peu. Ouais. Après, il faut savoir que Héraclite, c'est pas du tout sa spécialité. Donc, lui, il est plutôt sur les philosophes néoplatoniciens. Ou Platon, ça peut aller, et après tout ce qui est néoplatonicien. Mais il peut quand même me donner beaucoup de conseils sur le contexte, du coup, sur la culture, sur la forme du mémoire, etc. Donc, on a peu d'échanges dans le sens où il me laisse écrire. Et après, je reviens vers lui quand j'ai fini quelques sous-parties. Mais voilà. Après, j'avais contacté aussi Jean-François Prado, du coup, qui est à Lyon 3. Spécialiste de Platon aussi. Spécialiste de Platon, mais qui a quand même écrit, du coup, un bouquin sur Héraclite. Enfin, qui a traduit les fragments d'Héraclite, déjà. C'est lui qui a fait la version GF, en fait, de poche. Ah oui, donc quand même, il s'y connaît. Donc voilà. Et en fait, lui, c'était ma première lecture d'Héraclite, et je m'en étais pas rendu compte. Et je me suis dit, tiens, il y a Jean-François Prado à Lyon 3, spécialiste d'Héraclite, et je vais pour emprunter le livre à la bibliothèque, et là, je me rends compte que c'est celui que j'ai lu en premier, d'Héraclite. Et là, je me dis, ah oui, non, ça serait et lui, pas mal. il dirigeait pas de mémoire. Pour le M1, il n'a pas trop le principe de la co-direction, ça n'a pas vraiment de sens en M1. Donc juste, il jette un regard attentif. Parce que vu que tu es à l'ENS, tu étais obligé d'avoir un directeur à l'ENS. C'est ça. Ok. Mais sur un plan administratif, si j'ai besoin de conseils, après je peux quand même... T'as quand même réussi à parler J'ai à quand même Jean-François réussi Prado. à lui parler, et comme ça l'intéresser. Voilà. Éventuellement, il pourrait être ton directeur de mémoire plus tard. Peut-être, même oui. de thèse, si tu fais... Tu envisages de faire une thèse, tu disais que tu voulais faire de la recherche, du coup j'imagine que oui. Oui, je pense, mais j'ai pas du tout arrêté le sujet. Donc pas forcément sur Héraclite. Voilà, mais effectivement. Mais oui, après en M2, il peut y avoir des co-directeurs un peu plus fréquemment. Et pourquoi pas, oui. Et là, l'année prochaine, tu vas faire quoi? Tu vas faire ton M2 directement? Non, je vais passer l'agrégation. Comme à l'ENS, on peut passer l'agrégation avant de faire le M2. Voilà, je préfère le faire tant qu'on est un peu dans l'esprit concours, c'est-à-dire que la prépa n'est pas trop loin. Et puis, comme ce qui commence à m'intéresser, c'est la recherche, je me dis que si je fais d'abord mon M2, je vais vouloir vraiment me lancer presque dans une thèse et pas avoir envie de passer l'agrégation. Mais pourquoi tu la passes du coup? Parce que t'as envie d'enseigner quand même? J'aimerais quand même enseigner, oui. J'aimerais faire enseignant-chercheur, j'aimerais pouvoir un peu faire les deux. Puis je trouve que c'est bien d'alterner. Le temps de la recherche, c'est un temps où on est plutôt dans la solitude quand même, et le temps de l'enseignement, on va pouvoir se tester et surtout transmettre ce qu'on a appris. Donc, t'aimerais plutôt enseigner à l'université, en prépa, au lycée, tu aurais une préférence? Je sais pas tellement, peut-être à l'université, mais en même temps, de toute manière, je vais devoir débuter au lycée, et ça me plaît quand même parce que je trouve que comme c'est le moment où on découvre la philosophie, j'aimerais bien pouvoir donner envie de faire de la philo ou juste donner de l'intérêt pour cette matière, quoi. Je pense que c'est... Toi, tu te souviens de quand t'as découvert la philosophie? Ouais, je me souviens. Non, c'était... j'avais une prof qui était nietzschéenne en fait, en terminale. Donc déjà, ça correspond bien parce qu'en général, au lycée, on est un peu dans cet esprit rebelle, torturé, caricaturant Nietzsche, hein, mais bon... donc c'était... Et puis surtout, je l'ai découvert sous l'angle littéraire, parce que c'était quelqu'un qui écrivait, quoi, Nietzsche. C'était vraiment... Alors après, le premier livre que j'avais lu, du coup, c'était La généalogie de la morale, donc c'était pas le plus fun, mais on l'avait lu pour le programme des terminales. Oui, parce que c'est quand même le plus compréhensible, je dirais. C'était pas le plus obscur non plus. Oui, voilà. Mais bon, après, commencer la philosophie par Nietzsche, c'est aussi quand même un peu particulier, parce que comme il déconstruit plein de choses, il faudrait d'abord savoir ce qui a été construit avant. Et voilà, Nietzsche connaît très bien Platon, par exemple, donc il vaut mieux connaître Platon pour le lire. Mais c'était quand même... ça m'a laissé un fort souvenir. Oui, et surtout, la philo en terminale, je trouve que ça remet en jeu plein de choses dans notre petite existence adolescente. Ça remet en cause toute notre perception du monde. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le langage, la perception, c'était vraiment ce domaine. Il y a un côté hyper exaltant en terminale où on rencontre plein de choses, alors qu'après, une fois qu'on a passé ces premiers étonnements, toi, des fois, il y a une certaine lassitude où tu conserves vraiment un plaisir avec la philo encore et encore.
Mais je conserve quand même du plaisir, mais effectivement, on traite plus les auteurs comme des points qui jalonnent une histoire que maintenant on connaît, tandis que quand on était en terminale, c'était vraiment euh, des pensées quoi, qui Chaque nous jour. étaient données, ouais, des pensées, et qui nous étaient presque destinées. Et ça remettait en cause notre monde intérieur, tandis que maintenant, on est un peu plus blasé, ou on va dire, on sait que par exemple, telle personne n'est pas le premier à dire ça, donc on va le rattacher à tel courant de pensée, donc on va... Et voilà, ça va devenir un jeu un peu plus... Ça, c'est aussi plus abstrait. le fait d'avoir cette approche d'histoire de la philo, peut-être. Oui, oui, oui. Parce que Qui est parfois, quand intéressante on est quand même, en philo contemporaine, on a, surtout quand on est en philo analytique, on Mhm. va vouloir se débarrasser un peu de la tradition et s'approprier les sujets. Mhm. Et toi, tu préfères quand même l'histoire de la philo. Mhm. Mais est-ce que parfois tu regrettes pas un peu ce côté vraiment mettre tout de côté, faire table rase? Non, non, je suis pas non plus pour renverser la table encore. Je me suis calmé depuis mes années nietzschéennes. Mais c'est-à-dire que je pense que les auteurs comment dire, déclenchent quand même quelque chose en nous. La lecture de tous les auteurs anciens, y compris les philosophes présocratiques, etc. Et paradoxalement, c'est en connaissant extrêmement bien le contexte, en connaissant comment ils ont produit leurs pensées, etc., que ça va susciter chez nous des pensées nouvelles. Enfin, on va connaître parfaitement leurs pensées, et je trouve qu'il y a des idées qui vont ressortir chez nous, qui vont entrer en résonance avec ces auteurs qui sont pourtant très très éloignés. Et de connaître le contexte, ça peut me permettre quand même de ne pas faire d'énormes contresens. Voilà. Mais c'est quand même toujours stimulant. Enfin, moi, voilà, je considère qu'on se frotte toujours à la pensée d'un auteur ancien, ou peu importe son époque, mais en connaissant sa vie, en connaissant ses écrits, ça va stimuler d'autres choses. Et voilà, moi je pense que c'est un peu vain de dire il faudrait tout recommencer depuis zéro. Enfin, on est un être neuf et on peut reposer toutes les questions à l'humanité. Parce que c'est en lisant qu'on se pose de plus en plus de questions. C'est pas en détruisant la pile de livres et en repartant de zéro. Je pense pas. Mais... Je m'intéresse pas mal au cinéma, à la musique, bon, à la poésie, mais ça on l'a calé du côté littérature. Mais tout ce qui reconfigure en général notre perception. Là, je trouve que les expériences artistiques sont des expériences charnières pour repenser notre rapport au monde. En regarder régulièrement, ouais, pour sortir un peu de soi et Ouais. se réinterroger. Ouais, ouais. Ça transforme vraiment physiquement la manière dont on perçoit les choses. C'est pas juste intellectuellement, ça nous pose de nouveaux problèmes. Mais je trouve qu'on est beaucoup plus sensible à certaines choses après avoir vu tel film ou Oui, puis après avoir lu tel bouquin. des fois, rien qu'au bout de 2-3 semaines sans avoir côtoyé d'œuvres, tout de suite on s'encroute et on a des certitudes un peu. Oui, oui, Alors oui. que ça totalement. permet de les remettre en jeu à chaque fois. Ouais, ouais, ouais. Et de se relancer sur un problème nouveau. Puis par exemple les films, oui, de voir d'autres histoires, d'autres personnages, Mhm. d'autres destins qui nous font complètement sortir de notre petite vie. Oui, c'est ça, de plonger dans un imaginaire qui est autre. Et la manière dont cet imaginaire est orchestré aussi, dont il est mis en scène, c'est ça, c'est rentrer dans l'esprit de quelqu'un d'autre, quoi. Donc c'est toujours un peu perturbant et en même temps très plaisant. Enfin, C'est intéressant du coup que tu fasses un peu le grand écart entre les choses très antiques Mhm. et la culture vraiment d'aujourd'hui. Enfin, je sais pas à quel type de musique et de film tu vas t'intéresser. Ça peut varier énormément. La musique, ça peut être la musique sud-américaine parce que je faisais pas mal de tango, etc. Et donc en jouant, pas en dansant. En jouant de quel instrument? Mais de l'accordéon, du coup. Donc voilà, rien à voir a priori. Mais je sais pas, ça stimule aussi des interrogations ou des... Le rythme, par exemple, va être quelque chose de très important, ce balancement qu'il y a dans le tango, puisque c'est un rythme de marche, normalement, donc c'est-à-dire à 4 temps, mais c'est un rythme qui va être balancé. Enfin, c'est une noire pointée et une noire à la fin, au lieu d'être 4 noirs, par exemple. Et donc, ce léger décalage, par exemple, ça induit des choses totalement différentes sur la manière dont on va danser le tango, sur la manière dont on va percevoir le rythme du monde. Enfin, je sais sur pas. les émotions qui Voilà, vont ça met en susciter. jeu des choses très intéressantes. Donc la musique, ça peut être ça. Le cinéma, ça dépend. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais j'aime beaucoup Lynch et Sorrentino. Pour leurs gestes, quoi, pour leurs gestes de réalisateur, on va dire, pour la manière dont techniquement même ils procèdent. Oui, Lynch, des fois il y a des films pas tout de suite compréhensibles
au premier abord, comme Mulholland Drive, où on a besoin de le revoir plusieurs fois. Ouais. Et où on voit des choses nouvelles à chaque fois, mais c'est toujours hypnotisant. C'est toujours, enfin, Mulholland Drive, par exemple, c'est réellement une hypnose, quoi. Pendant 2 heures, tu es devant l'écran et tu ne comprends pas ce qui se passe. Ouais. Et oui, c'est juste fascinant de pouvoir plonger comme ça dans... Avec beaucoup d'interprétations différentes possibles. Ouais. Et justement, je parlais de la manière dont ça peut transformer nos perceptions. Je sais que moi, à un moment, à force de voir les films de Lynch, où il y a beaucoup de plans, où il tourne autour des murs, où les rideaux commencent à bouger, il y a toute cette atmosphère, c'est pire que du film d'horreur, parce que c'est encore plus angoissant, il se passe rien, mais c'est dans la pénombre, etc. Et à un moment, ça a informé tellement de ma sensibilité que le moindre truc, un chat qui sautait du mur, ou une serviette qui tombait d'un étendoir, ça devenait pour moi des expériences de terreur. fantastiques, de terreur, paranormales presque. Ouais. Et ça rend beaucoup plus attentif à ce qui était autrefois un détail. Et... Du coup, ta consommation d'œuvres culturelles, ça va être plus par plaisir pour te changer les idées, ou alors tu as vraiment l'impression que ça rentre dans la suite de tout ton travail philosophique, et est-ce que tu es tout le temps en train de réfléchir finalement? C'est pas peut-être un peu fatigant, je sais pas. Pas tellement, enfin je le ressens pas comme ça, mais je lis beaucoup par exemple en ce moment de livres qui a priori n'ont rien à voir avec la philo, Ouais. mais j'ai besoin d'avoir tout le temps un livre à côté de moi, enfin sur la table de chevet qui n'a rien à voir. Oui, mais à chaque fois que Mais tu lis, c'est quand même quelque chose qui va te stimuler Oui, intellectuellement. oui, mais ça Ouais. je n'y peux rien. Malheureusement j'arrive à trouver, j'aime pas non plus les livres inintéressants, donc voilà, par la force des choses je finis par trouver... Et parce que parfois aussi on a envie de se plonger un peu dans la culture pop ou quelque chose qui Ah oui, vraiment qui va un peu qui a de la pure distraction, qui va un peu te Mhm. vider l'esprit, surtout quand on fait de la philo. Ouais. Mais toi, t'as jamais ce besoin de complètement déconnecter avec la réflexion? Si, mais ça marche plus ou moins. Mais Est-ce que tu as des petits plaisirs coupables? Ou alors peut-être que c'est par la musique, parce que finalement Oui, quand oui. tu joues de Ah oui, l'accordéon, oui, j'imagine que tu vas pas réfléchir à non, du tout. l'émotion que produit la noix Non, non, pointée, tu vois. Mais voilà, mais après c'est venu Ouais. maintenant par exemple. Mm. Mais j'ai joué de l'accordéon pendant... Enfin depuis que j'ai 4 ans et demi, donc ça fait 15 ans que je joue de l'accordéon. C'est maintenant que je commence à écrire un peu sur la musique Oui. et sur... Tu peux Mais- faire un et- retour réflexif Voilà, sur ça, mais et effectivement c'est quelque chose qui me Mm. vide totalement. Le sport Ouais. pareil, ça peut me vider, voilà. Ouais. J'ai pas encore fait une métaphysique du tennis ou du footing, mais tu vois, Ouais. donc... Mm. Mais voilà, mais même la littérature fantastique, par exemple, que j'aime beaucoup, a priori, c'est fait pour se vider l'esprit aussi. Mais voilà, ben même là, je Tu vas toujours... Tu as trouvé quelque chose. vais trouver Ouais. quelque chose quoi, sur le fantôme, sur la hantise, sur Ouais. les choses qui Mais reviennent. bon, en même temps, c'est ça qui peut, j'imagine, rendre ta vie philosophique un peu Ouais. stimulante, parce que si t'étais toujours dans Héraclite, peut-être qu'au bout d'un moment, t'aurais Mhm. ce côté historique qui serait un peu pesant. Ouais. Donc là, ça te change un peu les sujets. Mhm. Mais même, on pourrait faire des parallèles fous entre Héraclite et le fantôme. J'y avais Ouais. pensé même, mais sur ce qui est caché, etc., sur notre version de notre monde. Mais voilà, enfin, c'est des choses qui sont paradoxalement liées, même si c'est très éloigné Mm. historiquement. Je sais pas, je dirais d'écrire, parce que c'est à ce moment-là qu'on va se rencontrer et qu'on va rencontrer ce qui nous plaît, qu'on va mettre en jeu toutes les connaissances qu'on a eues qui peuvent parfois nous paraître superflues ou trop abstraites, Mhm. et qu'on va voir à quel point elles peuvent nous avoir touchés sans même qu'on s'en rende compte. Qu'on va se retrouver à formuler des choses qu'on soupçonnait pas, ou Écrire, pas forcément Écrire. une dissertation ou un article, mais même Non, écrire écrire. librement. pour soi, Ouais. ou pas pour soi, pour qui on Oui. veut, mais écrire une pensée, un poème, Mm. une pièce de théâtre, un dialogue, ce qu'on veut. Et ouais, parce que tu Écrire, penses je que pense. par l'écriture, on peut un peu se rapprocher de la philo, quoi. Enfin, en tout cas, de ce qu'on aime dans la philo. En tout cas, on peut se retrouver avec notre pensée, et c'est déjà un bon premier pas, on va dire. Et oui, est-ce que pour ceux qui voudraient retrouver ton univers intellectuel assez riche, est-ce qu'il y a moyen de te suivre à un endroit sur Internet ou... Sur un Instagram, sur un compte Instagram, oui. Qu'on mettra dans la barre. Qu'on Mais, mettra en description. Ça Surtout, s'affiche. tu as déjà publié un recueil de poèmes et tu vas Ouais. publier un nouveau, il me semble. Ouais, normalement, si tout va bien. Donc, le nouveau, ce sera donc chez Jacques-André Éditeur, normalement. Je sais pas encore vraiment quand, parce que vu le contexte, c'est compliqué. Mais... Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à nos Super. questions. Avec plaisir, merci à vous. en tout On cas. te souhaite le meilleur pour l'agrégation et pour la suite. Merci. Et à bientôt. À bientôt.